Bonjour tout le monde et bienvenue à ce Facebook Live avec Jean-Marie Legaz sur son livre Contact avec l'au-delà. Je vais être très honnête avec vous, j'ai parlé avec Jean-Marie pour la toute première fois hier, en fait, quand on a fait le petit test, et je n'ai qu'un seul mot pour vous, c'est wow. Sincèrement, assurez-vous d'être bien assis, attachez la ceinture, ok? Ça se peut qu'on aille un petit peu plus haut que prévu, ok? Vraiment, c'est, comme le disent les cousins français, comment qu'ils disent ça? Je dis ça, je dis rien, hein, parce que c'est vraiment, intéressant. Heu, Vous allez voir, OK? C'est important de savoir aussi, Jean-Marie, c'est un bon ami du docteur Jean-Jacques Charbonnier, puis durant l'entrevue, il va en parler un petit peu de ce contact-là, et Jean-Jacques a aussi fait la préface de son livre, et j'ai photocopié la préface pour ceux qui veulent, y accéder. Ben, vous allez pouvoir seulement écrire le mot lien dans les commentaires, comme vous voyez à l'écran, OK? Vous pouvez écrire le mot lien. Vous allez pouvoir télécharger autant la préface du docteur Charbonnier, autant la table des matières du livre, qui est vraiment très intéressante parce qu'il y a vraiment beaucoup de sujets. Donc, ça donne une possibilité de voir vraiment la vue d'ensemble du livre. Et aussi, ben, vous allez avoir aussi un document de référence. Donc, il va y avoir la page Facebook de Jean-Marie, certaines vidéos de lui. Donc, comme je fais d'habitude, hein, un petit document que vous pouvez télécharger en écrivant les mots-liens. Et pour la petite histoire, ben, en fait, Jean-Marie m'avait contacté, ça fait quand même un bon bout de temps, peut-être en 2, 3 ans, quelque chose comme ça. Il m'avait envoyé son livre, un DVD, mais à ce moment-là, j'étais très occupé et donc j'avais comme mis ça un petit peu sur la glace pour commencer, si on veut. Et là, éventuellement, ben, Baptiste Vallée, qui est aussi un médecin réanimateur anesthésiste, pour ceux qui me suivez, ben, vous savez que j'étais allé avec Baptiste souper chez docteur Charbonnier l'an passé, et j'avais même fait une publication Facebook qui est là dans le document de référence quand vous écrivez lien. Et Baptiste avait fait aussi une TCH avec docteur Charbonnier qui était très significative pour lui. Il avait fait une TCH au Québec avec moi, et c'est là qu'on est devenus amis, et tout ça pour dire en fait que le lendemain, quand, on revenait de chez docteur Charbonnier, ben, Baptiste, qui est un bon ami à Jean-Marie, ben, il me parlait de Jean-Marie, et là j'écoutais ça, je disais: «Ah ouais», je dis, tu sais, je le connaissais pas vraiment Jean-Marie, et là je dis: «Ouais, ça serait intéressant que je l'invite à l'émission, pour faire une entrevue avec lui». Et hier, bon, on s'est parlé, puis on a parlé une bonne demi-heure, et sincèrement, c'est vraiment quelqu'un de particulier, hors de l'ordinaire, et vraiment qui dégage pour moi une belle sincérité, une belle humilité, et qui a vraiment un parcours, je pense que je ne me trompe pas, OK, en disant que certains d'entre vous, à un moment donné dans l'émission, vous allez probablement dire quelque chose en bon québécois de: «Ben voyons donc, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là?» Je vous invite à garder l'esprit ouvert et surtout à garder vos questions pour la fin, parce qu'on va garder un moment à la fin que vous allez pouvoir poser des questions, OK? Et aussi, j'ai vu dans les commentaires, parce que j'essaie de tout lire vos commentaires le plus possible, hem, il y a des personnes qui ont commencé à marquer des commentaires par rapport à Jean-Marie, qui le connaissaient, dire: «Ah oui, je l'ai rencontré, il s'est passé tel truc», ou «Oui, je l'ai vu comme thérapeute». Donc si vous qui écoutez en ce moment, vous connaissez Jean-Marie, vous avez une anecdote, vous avez une expérience et vous désirez en partager dans les commentaires, ben, je vous invite à les écrire. Ça va juste complémenter, la rencontre d'aujourd'hui. Donc on est déjà 120 personnes en direct. Waouh, c'est vraiment super. Merci à tous d'être là. Pour moi, c'est vraiment un plaisir, hein, d'être avec vous. Pour moi, c'est vraiment, c'est des beaux moments. Je commence à reconnaître, tu sais, les gens qui viennent quand vous marquez des commentaires, les noms. Donc je suis vraiment, très, très heureux que vous soyez là, et ceux qui écoutaient en différé, ben, ça fait plaisir également. Je sais que c'est pas tout le monde qui sont libres à cette plage horaire-là. Donc sans plus tarder les amis, ben, on va inviter Jean-Marie à se joindre à nous. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Jean-Charles et bonjour tout le monde. Je suis bien content de te retrouver et c'est vraiment un grand moment aussi pour moi de partage pour vous raconter, pour vous faire réfléchir et vous poser des questions. C'est bien. Et bon, je ne sais pas ceux qui écoutaient, parfois vous allez voir, des fois il y a un petit décalage, dans l'image, parfois ça vient, ça va, ça revient. Bon, l'important c'est de bien entendre. Jean-Marie, aujourd'hui, ben, on va parler de ton livre, mais en même temps ton livre ça rapporte un petit peu ton parcours, hein, depuis que tu es jeune jusqu'à aujourd'hui, et il y a vraiment beaucoup de points.
Donc, on va explorer ensemble, ben, je pense que certains moments clés, certains événements clés dans ta vie en partant de ta jeunesse. Donc, peut-être que tu peux commencer, je ne sais pas, avec le premier événement que tu aimerais partager avec tout le monde qui sont ici en ce moment. Mais juste avant, Oui, Jean-Charles, je voulais te remercier de m'accueillir et je voulais aussi remercier chaleureusement qui a permis notre rencontre. C'est mon ami de cœur et d'âme, le docteur Baptiste Vallée. Et je tenais absolument à vous remercier tous les deux parce que si je suis grâce à toi en tête à tête, c'est grâce à Baptiste. Ça, c'était important de lui dire. Je sais qu'il m'écoute, mais je voulais lui faire ce petit clin d'œil de cœur à cœur. une très belle personne, Baptiste. Maintenant, Vas-y. euh, de cœur et à la fois d'une richesse intérieure et d'une humilité. Et ça fait plaisir justement d'établir ce lien entre la spiritualité et la médecine. Et je crois que sans prétention, je me permets de dire que peut-être Baptiste Vallée est le second Jean-Jacques Charbonnier qui arrive. Pour ceux qui connaissent le docteur Jean-Jacques Charbonnier, je crois que c'est dans son âme un futur Jean-Jacques Charbonnier. Et je crois que Ouais. retenez son nom du docteur Baptiste Vallée. On va en entendre parler. Je suis d'accord, je suis d'accord. Vraiment, ça a été une belle rencontre de cœur pour moi aussi de le rencontrer. Et d'ailleurs, maintenant, il va venir au Québec plus souvent parce qu'il est copropriétaire, je pense qu'on peut le dire comme ça, du Bouddha Moqueur au Québec, un centre de spiritualité. Donc, on va aller donner des activités là-bas. Donc, petite parenthèse pour Baptiste à ce sujet-là. Alors, je voulais aussi dire que, effectivement, dans de multiples occasions où j'ai eu l'occasion de m'exprimer, mon but, c'est de vous faire partager une aventure personnelle. Et je ne citerai pas beaucoup de citations, mais j'aime beaucoup dire celle-là. C'est une citation d'un rabbin qui s'appelle Alon Goshen, qui enseigne à Jérusalem. Et par rapport aux propos que je vais raconter, avec des moments d'anecdotes assez rigolotes, des moments peut-être plus sérieux dans notre entretien, mon but, c'est de partager, c'est de ne pas endoctriner, c'est de se poser des questions. Et ce rabbin avait cette très belle expression que je me permets de citer. Il disait, ne demande pas qui a raison, demande que puis-je apprendre de toi. Je pense que c'est bien. Ouais. On s'exprime, on Mhm. partage, on ne peut Ouais. pas être forcément d'accord, mais qu'au moins qu'on ait le respect de s'écouter et on a tous à apprendre des uns des autres. Et si dans tout ce que je vais vous partager maintenant, vous n'êtes pas d'accord, parce que je vais aborder des sujets épineux pendant notre interview, eh bien, à la limite, c'est pas grave. On aura passé un super moment de fraternité et d'échange, et j'espère, des deux côtés, on aura appris à s'écouter et peut-être à retenir de quelque chose qui vient avant tout du cœur. Donc cette grande aventure, donc je suis né dans un milieu assez pas traditionnaliste, mais traditionnel catholique, petit-fils de médecin, donc pas du tout branché New Age, comme on dit, pas du tout dans un milieu spirituel ou spirit, petit français moyen, allant à l'école, élevé donc dans un milieu, une mère au foyer, un père cadre supérieur, je veux dire, rien de paranormal derrière ça. Et tout commence, parce que j'ai essayé de cibler des anecdotes, tout commence finalement dans mon aventure à l'âge de 7 ans, où effectivement, comme on peut dire, tout enfant qui se construit à cet âge-là a un imaginaire et voit ce qu'on appelle des amis invisibles. Je ne suis pas le seul et je ne serai pas le dernier. Sauf que la nuit, de nombreuses fois, je me réveille et dans la chambre à coucher que je partageais avec mon frère, je vois sortant des murs des formes lumineuses, humanoïdes, très claires, qui viennent vers moi, qui me parlent mentalement, avec une structure de visage, de corps, comme des bustes, et je suis absolument terrorisé de ce que je vois, et je me lève, je me précipite, je vais dans la chambre de mes parents en disant, il y a du monde dans la chambre. Mes parents, bien attentionnés et aimant leur enfant, viennent, allument la lumière, et bien sûr, tu imagines, il n'y a rien. Ouais. Donc, le scénario se reproduit de nombreuses fois, jusqu'au jour où une nuit, je vois un personnage un peu atypique
avec une petite barge, d'un air un peu pas hautain, mais genre un peu enseignant, qui se présente. Je le vois venir et ce monsieur me dit mentalement, je veillerai sur toi et je viendrai souvent te voir. Et donc, dans les jours qui suivent de ces manifestations, là, en pleine lumière, du reste, j'en fais référence dans l'ouvrage Contact avec Claude là, je vois ce personnage alors que je joue. Bon, les petites filles jouent avec des poupées, moi je joue aux soldats et au château fort, et j'ai un château fort. J'ai mon frère, on a 9 ans de différence, qui m'avait refilé son château fort, et, et je joue avec mes petits soldats à l'intérieur, le pont-levis et tout. Et à ma plus grande stupéfaction, qu'est-ce que je vois en pleine lumière? Cet homme que je voyais la nuit se matérialiser dans ma chambre. Du reste, il y en a un dessin dans l'ouvrage qui a été illustré par un ami, Jean-Claude Boer, et il a bien retranscrit, il a eu vraiment du feeling, comme s'il y était. Et je vois ce personnage qui me regarde, qui me sourit, et moi, spontanément, là, je suis un peu moins affolé, je le regarde, il joue presque avec moi, il me regarde, et il me dit, je viendrai souvent te voir, d'autant plus qu'il y a bien longtemps, j'ai habité pas très loin de chez toi. Je reste sur cette anecdote. Et puis, pour l'historique, bien plus tard, donc j'avais 7 ans, bien plus tard, ce que je vais évoquer dans des aventures médiumniques et touchant la philosophie spirit qui m'est arrivée, je découvre, pour faire le lien avec cette manifestation qui aurait pu être de l'ordre de la rêverie, j'apprends 30 ans à 40 ans plus tard, lors d'une discussion avec des cousins, qu'il y a un homme qui s'appelle Alan Kardec, inconnu au bataillon, qui de son vrai nom s'appelle Hippolyte Léon Denis Rivail, qui était quand même un enseignant, puisqu'il a été couronné du prix de l'Académie d'Arras, élève de Heinrich Pezzosali, qui était un pédagogue. Eh bien, ce fameux Alan Kardec, du vrai nom d'Hippolyte Rivail, était pas le fondateur, le codificateur de la philosophie spirit. Le spiritisme, c'est pas uniquement faire tourner des tables ni écrire, c'est une philosophie. Alors, je ne dis pas qu'on est forcément d'accord avec, mais c'est une philosophie. Et donc, ses cousins me montrent des ouvrages qui sont mondialement connus, surtout au Brésil, entre autres, le livre des médiums, le livre des esprits, et me montrent une photo de ce brave Alan Kardec. Et ô stupéfaction, je reconnais mon bonhomme. Je reconnais cet homme que j'avais vu 30 ans avant, que c'était effectivement Léon Denis Rivail, Alan Kardec. Et ce cousin me dit, en plus, Jean-Marie, à l'époque, j'habitais dans le 7e arrondissement de Paris, il me dit, mais en plus, la cerise sur le gâteau, il habitait à 10 minutes de chez toi. Aïe, aïe. Ah ouais. Voilà, alors c'est une petite, entre guillemets, anecdote d'enfant, et plusieurs fois, cet homme ainsi que d'autres personnages sont venus, allez, on fait un peu de mots, hanter mes nuits et hanter mes journées. Mais ce qui n'a pas été évident, ça c'était vraiment la prime enfance, c'était rentrer dans le domaine de la scolarité. Donc je suis allé effectivement à l'école primaire, et là, il m'arrivait des petites choses un peu bizarres. C'est-à-dire que quand il y avait la récréation, eh bien, on allait jouer au ballon, on allait jouer aux billes, mais moi, je me suis toujours senti un peu mal à l'aise, et j'avais envie d'aller près d'un arbre et de m'asseoir, ce que je ne savais pas, en lotus, et de regarder ce brouhaha s'agiter en me disant, mais qu'est-ce que je fous là dans ce monde, déjà à l'époque, et qu'est-ce que c'est que tout ça? Et j'étais pas très bien vu dans ma classe parce que à l'époque, ça remonte il y a bien longtemps, on avait encore des encriers, on avait des tables un peu inclinées, on n'avait pas des néons, on avait des espèces de lampes, euh, tu vois, qui étaient au-dessus dans la classe avec la lampe, le fil, la lampe. Et quand j'étais assis sur mon tabouret, ma petite table, j'avais deux phénomènes qui me déroutaient. C'est que quand je mettais mes mains sur mon pupitre, alors t'imagines à l'époque, l'encrier, eh bien, j'avais du mal à maintenir ma table parce qu'elle lévitait.
Donc j'étais obligé de m'appuyer dessus. J'avais les 4 ce truc Bon. qui l'évitait. Je sais, on était obligé de C'est là que s'appuyer la dessus. ceinture est importante, les amis. C'est là que la ceinture est importante. Alors j'avais des copains qui me regardaient et ils me disaient, mais comment tu fais? Mais je ne fais rien. Alors il y a au moins une chose que je sais, Jean-Jacques, il y a une seule chose que je sais, c'est que je ne sais pas, comme disait Socrate. Et ça reviendra souvent, peut-être dans notre discussion ou dans nos questions. On va me poser peut-être questions, mais je ne sais pas grand-chose finalement. Je constate beaucoup de choses, mais je ne sais pas grand-chose. Donc déjà à l'époque, t'imagines, j'avais 7-8 ans, pourquoi tu as ça? Je ne sais pas. Je vais en avoir 60, je ne sais toujours pas tout. Hein. Donc je disais, en attendant, au feu, j'appuie. Donc j'arrivais à calmer ma table pour écrire, mais je ne maîtrisais pas tout parce qu'au-dessus, il y avait le lampadaire, je ne pouvais pas être partout, qui se balançait de droite à gauche. Et la maîtresse me regardait, il n'y avait pas de courant d'air, et de panique, ça commençait à clignoter, et des fois, pan, ça explosait. Aux grandes dames de l'électricien qui venait régulièrement dans la salle en disant « Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est encore lui !» J'étais devenu une bête noire, ce qui fait que quand j'allais dans la cour de récréation, on me crachait dessus, on me déchirait mes affaires, Ah ouais. on m'humiliait. Eh oui, tu vois, je vais passer, tu vas voir la joie, la peine et peut-être même les larmes. Et je me Ouais. disais, mais j'étais absolument terrorisé, jusqu'à un épisode qu'il faut que je relate. Donc, j'avais repéré un arbre et j'aimais bien aller m'asseoir. Donc, tu imagines, il y avait du goudron partout, il y avait 3 arbres dans la cour de récréation et j'allais m'asseoir à cet arbre, à regarder cette agitation mondaine, en me disant, mais qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que c'est que tout ce… Si tu préfères, je ne dis pas qu'il faut se déconnecter de la vie, mais j'avais déjà du mal à trouver ma place. Je l'ai trouvé après, mais voilà. Et voyant ce qui m'arrivait, au pied de mon arbre, comme on dirait l'expression, ces copains ou ces enfants venaient tout autour de moi pour aller me cracher dessus, me taper dessus. Et là, un jour, il s'est passé quelque chose. Arrivant pratiquement à 1 mètre de l'arbre où j'étais assis et recroquevillé, ils arrivent comme une furie. Et là, à 1,50 m, c'est comme s'il y avait un périmètre de sécurité autour de l'arbre, comme si tu avais une baie vitrée invisible. J'ai éclaté de rire parce qu'ils avançaient pour me foncer dessus et paf, le nez, tu sais, quand tu as le nez sur la glace, bon, je regardais ça. Alors au départ, eh ben, j'étais content parce que pour une fois, on me tapait pas dessus. Et donc à un moment donné, j'étais sauvé par le gong parce qu'il fallait rentrer, la récréation était terminée. Et moi, tout doucement, je me relevais de mon arbre et tout doucement, j'appuyais et je sentais comme une brise légère et comme quelque chose de très doux, à la limite plastique, transparent, qui se désagrégeait. Star Wars, la guerre des étoiles, le truc qui se… Voilà, le cocon. Et je retournais dans la classe, la tête basse, je me rasseyais et à nouveau, mes trucs commençaient à… Donc, ce qui fait que ça a été une, une scolarité un peu remuante. Ah oui, c'est clair. Et tu as dit que ben, Alan Kardec, cet homme-là, venait souvent. Donc, tu dirais que tu as eu combien de visites en tout et J'en partout? ai, j'en ai eu 6 ou 7. 6 ou 7 visites? 6 ou 7. Très, 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 très ponctuel. Et même, j'évoquerai, parce que je sais qu'il y a une amie médium de qualité que connaît Baptiste aussi, qui s'appelle Madeleine, que tu rencontreras peut-être un jour, parce que c'est aussi une médium extraordinaire. Ouais. Et avec qui on a vécu des choses, mais euh, où je peux en parler pour pas clôturer l'épisode Kardec, peut-être, Oui, vas-y. dans les 7 visites, mais là, ça nous ramène à un temps très récent. Pour garder le fil conducteur par rapport à Allan Kardec, hein, après on va passer à autre chose, Ouais. eh bien, cet épisode que je viens de te raconter, un jour, cette célèbre amie médium Madelphe Marie allait à Paris à une salle qui s'appelle la salle Psyché, ou une salle spirit, où il y a le buste d'Allan Kardec. Et je l'évoque dans le livre. Et par affection et amitié, parce que j'ai une très grande amitié pour Marie, elle me dit, Jean-Marie, je vais te faire plaisir, je vais prendre une photo du buste d'Allan Kardec et je vais te l'envoyer sur ton portable. Je t'avoue, tu as entendu mon niveau technique. J'ai un Nokia dernière génération qui a 30 ans, tout petit. J'ai même pas Facebook dessus, j'ai même pas Internet.
parce que les appareils électriques ont quelques petits problèmes. Donc, elle me l'envoie, ça n'arrive pas. Mon épouse Nathalie va le recevoir quelques temps plus tard, avec la photo d'Alain Kardec, et 8 jours après, subitement, sur mon Nokia, dernière génération, j'entends un bip bip, lisez votre MMS. Je ne reçois que les SMS. Et qu'est-ce que je vois? Je me dis, bon, j'en reçois, vu mon activité, ma vie privée, énormément. Je dis, non, je ne vais pas le garder, celui-là. Et celui-là, je me dis, je ne sais pas pourquoi, à mon épouse Nathalie, j'ai quand même envie d'aller voir ce que c'est. Et là, tu sais que c'est marqué, il faut faire un code, il faut aller voir pour le MMS. Et qu'est-ce que je vois en l'ouvrant? La photo d'Alain Kardec, qui m'arrive avec 8 jours de retard. Mais l'intéressant, mon ami Jean-Charles, c'est que tu as un petit titre marqué dessous, sous le MMS. Et le mot code qui était marqué, c'était le mot esprit. 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 Et dans ma naïveté, j'ai dit aux gens qui vont se faire pouffer de rire, je dis putain, l'opérateur, il a vu ça, il est branché spirit, il a vu Alan Kardec, il me dit ce mec-là, je vais lui faire un jeu de mots, j'en ai parlé à Baptiste, il dit mais non, c'est un logiciel, Jean-Marie. Tu vois, hein, chacun ses compétences. Il dit attends, il n'y a pas un mec qui s'est trituré à mettre le mot esprit dessus. Donc c'était l'anecdote, et cette anecdote, pour te montrer ce petit clin d'œil, pour clôturer un peu le côté Alan Kardec, date il y a 2 ou 3 ans, même pas, cette anecdote, qui concerne, et pour clôturer, quand j'évoque ça, cette anecdote, que je parle à Marie avec ce fameux SMS, je l'appelle au téléphone, et elle a une charmante petite fille qu'elle garde ce jour-là, sa petite fille, et synchronicité, juste à ce moment-là où je lui parle de Kardec du château fort, dont elle connaissait l'anecdote que je viens d'évoquer avec vous, sa petite fille arrive avec un dessin à la main, devine ce que c'était, un château fort. Ah ouais. Dessiné. Ah ouais. Wow. Alors, quoi dire? Quoi dire? Quoi dire, C'est fou mon quand ami? même. Ouais. Alors ça, c'est Donc voilà pour la Alan petite enfance. Kardec. Ah ouais, donc Voilà pour Alan Kardec. et encore ces Voilà. phénomènes-là, bon, peut-être tu vas en reparler, mais ce phénomène-là d'influencer tout l'électronique, tout ça, aujourd'hui, c'est encore très présent dans ta vie. On en parlait même un petit peu avant dans l'entrevue, hein? C'est un peu plus régulier maintenant, beaucoup moins que ça ne l'a été. Du Ouais. restaurant, on évoquera effectivement la parapsychologie, cette phase effectivement qu'on appelle que les phénomènes médiumniques peuvent être provoqués par la personne, ce qu'on appelle, j'ai beaucoup de contacts, du reste la préface de mon livre a été fait par une doctoresse psychiatre que j'aime beaucoup, qui s'appelle Dr Nicole Bossé, qui est médecin psychiatre, psychothérapeute, et on pourra évoquer ça, question-réponse, entre ce qui effectivement peut venir du médium, de l'au-delà, entre guillemets, mais de ce qui peut venir aussi de la charge émotionnelle du médium, qui peut provoquer un certain nombre de phénomènes. Donc du reste, ça c'est un côté plus philosophique ou plus scientifique. On est toujours au bord des 2 théories, mais ça, c'est encore autre chose. Mais pour dire que, disons que, grosso modo, comme me disait un ami que j'aime beaucoup, s'appelle Jean-Pierre Gérard, que j'évoquerai sur les phénomènes de la psychokinèse, je reste toujours quand même un sujet médium à effet physique, toujours un peu dans la puberté, comme ont un certain nombre de médiums quand ils sont jeunes. Donc, je suis toujours un peu pubère dans ce domaine-là. Je rassure, hein, que dans ce domaine. Voilà. Super. Donc, on peut continuer maintenant l'histoire. Donc, ça, c'est pour l'enfance. Ça serait quoi la prochaine étape que tu aimerais partager? La prochaine étape qui est importante, c'est que donc là, on est dans la prime enfance et je fais un bond en avant dans les années 73-74 et j'entends parler d'une émission qui va passer à la télévision avec un nommé Uri Geller, un sujet qu'on appelle israélien, pas très connu à l'époque, qui se vanterait, soi-disant, de tordre des cuillères, tordre des objets par la seule force de sa pensée. Et je vois cette bande-annonce à la télévision, et par curiosité, nous décidons avec mes parents de regarder l'émission. Et ce jeune Israélien
fait une démonstration, c'est vrai, assez bluffante, de cuillère, de fourchette, qui caresse légèrement, qui tord. Je suis complètement dubitatif. Et la première action, je lui dis, soit c'est un illusionniste, ou soit je ne sais pas comment il fait, est-ce que c'est possible? Mais je me pose des questions. Et donc, nous sommes en 74-75. Retenez bien la date. Et donc, je vais me coucher, et en éteignant la lumière, rebelote, ces personnages qui ne m'ont jamais quitté réapparaissent la nuit, juste avant que je m'endorme, et je vois ces formes lumineuses dans ma chambre à coucher. Et là, il y a un phénomène où j'entends très clairement une voix en clairaudience qui me dit: Jean-Marie, en son temps, pas maintenant, mais plus tard, tu rencontreras Uri Geller. On est en 75-76, devant le petit écran télé, petit parisien, devant ce personnage qui allait défrayer en bien ou en mal. Ça risque Ouais. d'animer le débat après, la chronique. Et on m'annonce, moi, j'allais rencontrer ce type-là. Je me dis, Jean-Marie, tu commences à phosphorer. Et retenez bien cette date, parce que j'essaye à chaque fois de faire le début et la fin. Eh bien, pour justement le côté Uri Geller, eh bien effectivement, en 1987, lors d'une émission où j'étais invité chez Michel Polac, une émission française assez remuante, où un animateur assez contesté aussi avait invité, bien des années plus tard, Uri Geller à une émission très sulfureuse. Et effectivement, comme on me l'avait annoncé, en mars 87, j'ai rencontré Uri Geller. Wow. Assez, assez, Ouais. assez bluffant. Pour l'anecdote, la voix dans la nuit. Et Mm. maintenant, avant d'aller plus loin, j'essaye d'être chronologique. Il y a un événement, effectivement, il y avait un certain nombre de phénomènes qui m'arrivaient très physiques dans l'appartement de mes parents, des cuillères qui commençaient à se tordre toutes seules, des bruits dans les murs qu'on assimile à des phénomènes dits de poltergeist ou de petite hantise. Et je ne comprenais pas, j'étais absolument paniqué de ce qui se passait, jusqu'au jour où ces fameux cousins claudémoniques viennent, et lors de cette discussion, ils parlent de philosophie spirit, de médium, de vie après la mort, de gens qui peuvent être des intermédiaires. Le repas se termine et nous avions un petit guéridon qui maintenant s'est appelé Tapin-Coup, petite table. On arrive dans l'entrée de l'appartement de mes parents et tout le monde commence à mettre sur ce petit guéridon, en pleine lumière, sans cérémonial, les mains. Et moi, j'y vais pas. Au départ, je regarde, je les vois mettre les mains tout autour. Et puis à un moment donné, effectivement, ça commence à craquer. Ça commence éventuellement un peu à se déplacer. Je me dis, bah, attends, ils sont 4 autour de la table, vous n'allez pas me le faire. Il y en a bien un qui pousse la table. Bah oui, tu vas prendre part de légal, non. Et puis je vois, les gens se lassent. 4, 5, 3, 2, 1, comme le top de tout à l'heure. Ouais, Et ouais. ma cousine me dit, mais Jean-Marie, viens. Et je mets les mains sur la table. Et là, ça se met à craquer. Je me dis, bon, hey, t'es gentil, hein, t'arrêtes de pousser. Elle me dit, mais c'est pas moi. Et là, brutalement, elle retire ses mains. Donc je me retrouve à tête avec Tapin-Coup. Et je vois le guéridon qui glisse, qui m'échappe complètement. Mort de trouille, je le reprends. Je lui dis, mais toi, tu restes là. Hein. C'est grotesque comme truc. Et derrière, mes parents avaient, non mais il faut le voir pour le croire, hein, avaient une armoire bretonne, parce que, bon, comme j'ai autour du cou, ça ne se voit peut-être pas, je m'appelle Jean-Marie Legal, j'ai un triskel, je suis breton. Il y avait un meuble breton qui était là, qui était fermé, et les portes battantes, Jean-Charles, s'ouvrent toutes seules. Mais encore plus génial, ça s'ouvre, mais ça se referme. Ça s'ouvre et ça se referme 2 ou 3 fois. Bon, C'est quoi ta réaction à ce moment-là? comme je te regarde, médusé, c'est quoi ce truc? C'est Ouais. qui? C'est qui? C'est qui? Et je pose les mains et on m'avait commencé à m'expliquer un coup pour oui, un coup pour non.
Moi, je connais rien. Et puis après, ma cousine revient, et alors là, c'est le morse de l'époque. Pour chaque lettre de l'alphabet, A, B, C, D, et quand on est sur la lettre, tu t'imagines le temps que ça a fait. Et à un moment donné, j'obtiens le métable. Coucou, c'est moi, ton grand-père, René Le Gall. Je dis, papy, c'est toi? C'est grotesque comme truc. Oui, c'est moi. Ça ne fait que commencer. Du coup, j'ai retiré, j'ai dit, bon, moi, j'arrête, hein. La soirée se termine comme ça. La soirée se termine. Le lendemain, je regarde mon guéridon de travers. Je dis, toi, on a des choses à se dire. J'attends d'être tout seul. J'ai mes mains et je m'aperçois que ça commence à ça commence à taper des lettres. Alors, je prends un carnet, je note et j'avais des noms, des prénoms. Alors, ce qui me sauve, je suis mort tel jour, telle date. Allez voir ma femme. Moi, je ne vous connais pas, moi. Euh, vous êtes qui? Et pour citer une anecdote, un jour, en plus c'est celle du Père Lachaise, d'Alain Kardec, j'obtiens un nom, un prénom que je ne connaissais pas, le cimetière, on me dit cimetière du Père Lachaise, et station de métro Père Lachaise. Je vais voir mon père, je lui dis, Père Lachaise, c'est un truc de bricolage Ikea. Il me dit, non, 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 c'est une station de métro, hein. Je lui dis, pourquoi tu me dis ça? Non, 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 comme ça. Et donc, un mercredi, avec mon petit bout de papier marqué, je vais au Père-Lachaise, au métro Père-Lachaise, et ce monsieur me dit, il faut absolument, alors je résume, hein, le message, je m'appelle un tel, allez voir ma femme, dites-lui que, donnez-lui un signe de vie, dites-lui que je ne suis pas mort. Signe de vie, que je ne suis pas mort. Donc j'arrive au Père-Lachaise, au métro, je sors, il y avait un kiosque de journaux, je dis au monsieur, est-ce que la rue, parce que j'avais la rue, voilà. Et le numéro, j'ai dit, est-ce qu'il y a bien une rue qui s'appelle un tel dans le coin? Il me dit, oui, monsieur, vous prenez le premier à droite. J'y vais, je commence à dégouliner. Et qu'est-ce que je vois en arrivant au numéro 10 de cette rue? À l'époque, je crois que ça doit se faire encore, c'était drapé de noir. Je vois des pompes funèbres, des gens qui rentrent, qui sortent, et ça se fait peut-être encore maintenant, je ne sais pas si ça se fait au Canada, tu sais, quand les gens étaient décédés, il y avait les pompes funèbres, mais l'endroit où habitait la personne, c'était drapé de noir, etc. Donc j'arrive, je rentre prudemment dans l'entrée, je vois des gens qui commencent à monter un escalier, il y avait ce qu'on appelait, comme on dit à l'époque, un concierge, je frappe, je dis, écoutez, monsieur, est-ce que monsieur ou madame Intel habite là? Ah, mon pauvre monsieur, vous le connaissez, ce monsieur? Oui, de très très loin, mais vraiment de très très loin. Je dis, vous avez un lien familial? Lointain, je dis, lointain. Et à ce moment-là, il y a une dame qui passe et me dit, ah, mais je sais pas, vous avez l'air gentil, monsieur, vous semblez le connaître. Elle me prend par le bras et voilà qu'on monte l'escalier. Et heureusement, je me suis sauvé Jean-Charles, que j'ai dit, bah non, je ne vais pas arriver comme ça, il faut que j'arrive avec un petit bouquet de fleurs, je n'ai pas de fleurs. Et je me suis précipité en descendant à courir dans l'autre sens. Donc, le gars, il existait bien, c'était bien son nom, il habitait bien là. Question ouverte, d'où vient l'info? Ouais. D'où vient l'info? Donc, ça, c'est pour partager un peu cette expérience du Rigelaire et cette première aussi expérience médiumnique. Et donc, à la suite de cela, nous commençons à organiser régulièrement des séances de médiumnité avec ses cousins. Et effectivement, on découvre à un moment donné, on reçoit différents messages, dont un très troublant. Nous sommes en fin 75 et mon oncle, qui s'appelait aussi René, devait se rendre en Polynésie française et par l'intermédiaire de ces séances de médiumnité, je t'avoue, c'était des questions, malheureusement, comme ça existe beaucoup dans ce milieu-là, et j'en fais partie, je le reconnais, ça volait pas haut, ce genre de questions, hein. Et on demande, concernant cet oncle, est-ce que son voyage en Polynésie va bien se passer? Et nous obtenons à un moment donné, la table presque refuse de parler et met à un moment donné mort, M-O-R-T. Nous sommes en septembre 75. Tout le monde a peur. On met la table de côté et pendant pratiquement un an,
autant avec mes cousins que moi-même, autant à la maison que chez ses cousins, tape un coup, reste au placard. Mais chasser le naturel, ça revient au galop. L'année 76 se déroule. On arrive en fin d'année, mi-septembre 76. Mon oncle doit partir en Polynésie. Et quelques jours avant, en septembre, cet oncle, suite à une crise cardiaque, décède. Il ne sera pas parti en Polynésie. Et là, je dirais, tout s'enchaîne. On obtient des messages cryptés par écriture, d'abord par table, et j'apprends pour la première fois, j'entends le mot écriture automatique. Une autre facette de la médiumnité, je vais nuancer parce que ça peut être aussi l'inconscient qui se manifeste. Hein. Ouais. Mais là, on l'abordera peut-être plus longuement et plus loin dans notre échange. Et donc, on obtient un message, je suis mort dans telle situation, arcade sourcilière, tout seul dans le bureau, et comme il y a encore beaucoup de choses à évoquer, je vois l'heure tourne, tous les détails techniques qui auront été énoncés seront strictement vrais. Wow. Même avec des expériences effectivement, de table, d'écriture automatique, et devant, ça va faire sourire notre ami Baptiste parce qu'il faut que j'en parle, à la suite de toutes ces expériences, ma scolarité en souffre. Je préparais à l'époque un BTS de biologie, j'ai presque arrivé du reste à la fin. Ils m'ont mis dehors parce que au niveau de l'établissement, je leur provoquais quelques problèmes d'ordre électrique, de burettes qui bougeaient toutes seules. Enfin bon, on m'a fait comprendre, monsieur Legal, vous êtes un très bon, mais nous, c'est de la physique classique qu'on fait ici et ce n'est pas les phénomènes de lévitation. Hein. Effectivement, les burettes qui se levaient toutes seules, c'est catastrophique. Ah Et, ouais. puis, à ce moment-là, les phénomènes prennent de plus en plus d'ampleur et puis je commence à voir des bulles autour des gens. Ah, ça va faire sourire Baptiste. Des bulles, c'est-à-dire, moi j'appelle ça des bulles de lumière, des bulles de couleurs, de différentes couleurs, mais autour des arbres, autour des chiens, autour de tout le monde. Et c'est curieux parce que ça change de couleur, et quand les gens sont tristes, ce n'est pas les mêmes couleurs que quand ils sont en colère, et tout. Et moi je rigole en voyant ça. Alors tu imagines dans la rue, et moi dans ma naïveté, je dis, ah tiens, vous avez de belles couleurs, madame. Ou regardez, oh le chien, oh l'arbre. Et mes parents disent, mais qu'est-ce que tu as? Eh ben, je vois les bulles autour des gens. Je dis, tu vois des bulles autour des gens? Mais tu vois quoi? Ben, une espèce de bulle autour des gens. Mes parents, déjà, entre les tables, les cuillères, l'écriture automatique, très ouvert d'esprit, la santé mentale de mon enfant commence à m'inquiéter. Donc, on va voir le médecin généraliste qui dit, écoutez, ce n'est pas de ma compétence. Je pense que peut-être un soutien psychologique serait nécessaire. Donc, je connais un très bon psychiatre. Ce serait intéressant, Jean-Marie le voit, vous le voyez. Donc, j'arrive effectivement chez ce psychiatre qui me fait les tests de Rorschach, me demande si je fais pipi au lit après 7 ans. Et il me dit, mais vous venez pourquoi? Et je lui dis, bah ouais, parce qu'apparemment le médecin, il m'a dit, venir vous voir, il faut que je parle, je vois des bulles autour des gens. Je voyais des bulles autour des gens. Il était psychanalyste, hein, freudien. Il me dit, allongez-vous sur le sofa. Je m'allonge, racontez-moi. Alors, c'est des bulles, grandes, petites. Ah oui, bulles. Intéressant sur le plan sexuel. Oui. Et ça change de couleur. Oui. Bon. Il me dit, écoutez, j'ai peut-être la solution. Vous avez peut-être un décollement de rétine. Une DMLA, comme ça. Nerveusement, je vais vous calmer. Je vais vous donner du Tranxène 10. Vous inquiétez pas, ça va vous relaxer et tout. Je prends le traitement, j'allais le voir toutes les semaines, je voyais les bulles encore plus colorées, de plus en plus. Et puis je lui racontais mes anecdotes. Il avait interviewé, où il avait parlé avec mes parents, qui leur racontaient plein de choses. Et puis, donc, j'atterris quand même, dit, bon, il faut vraiment voir un ophtalmo. Donc, il faut faire un fond d'œil parce que j'ai vraiment peur pour votre santé, pas psychique, mais votre santé rétinienne. Donc, je vais à Paris, à l'Hôtel Dieu, les yeux et Dieu, l'Hôtel Dieu, avec une ordonnance d'un psychiatre, voire un ophtalmo, qui me voit arriver. Tu t'imagines, on est en 76-77. Ouais, Ils me ouais. disent, voilà, qu'est-ce que vous avez? Et moi, il me dit, mais je vais vous examiner, tension rétinienne, mais ça se manifeste comment, ce que vous voyez? Je dis, c'est comme autour de vous, là, vous avez des couleurs.
Il dit, des couleurs autour de moi, mais il n'y a rien autour de moi. Ah si, il y a des couleurs. Puis je dis, vous êtes contrarié en ce moment, hein. Le mec, il est devenu rouge, mais il est rouge physiquement déjà. Qu'est-ce que c'est que ça? Et donc, il regarde l'œil, tout. Il dit, vous avez rien. Donc, casse départ, retour chez le psychiatre qui regarde les analyses. Il me dit, écoutez, moi, je ne comprends pas. Vous avez l'air d'être normalement névrosé. Ça m'a rassuré. Et il m'a dit, mais vous êtes de quelle confession? Ben, je dis, vous savez, un peu comme tout le monde, je suis catholique, pas forcément pratiquant, une fois à Noël, une fois à Pâques, comme le sont certains. Ben, il me dit, vous devriez peut-être aller voir un curé. Et en partant, il me dit, je voudrais encore vous revoir une fois. Et en partant, Jean-Charles, je lui serre la main et j'ai une image, non pas de bulle, je vois le boulevard périphérique à Paris, une voiture blanche, un pneu qui risque d'éclater et je le vois en train de conduire. J'ai dit, écoutez, là, il me dit, vous voyez mes bulles? Non, mais je ne sais pas ce que c'est, j'ai une image et je lui décris ça. Il me dit, rallongez-vous. Ah bon? Je me rallonge juste avant de partir. Il me dit, alors, la voiture, j'ai une idée, ça ne vous fait pas penser à votre père? Non, ça me pense à une voiture qui est en danger sur le boulevard périphérique. Il me dit, oui, mais le, le, la voiture, c'est long, c'est sexuel. La roue, vous entendez bien avec votre mère? Oui, je sais pas. Il me dit, qu'est-ce que vous en pensez? Il te pose souvent la question, ne donne pas de réponse. Hein. Il dit, qu'est-ce que vous en Ouais. pensez? Moi, je pense que peut-être aller sur le péri, faites gaffe. Très basique. Il dit, la seule chose qui m'interpelle, c'est que ce que vous me décrivez ma voiture. Donc, il me dit, on se voit une fois la semaine prochaine, une dernière fois, parce que bon, allez voir le prêtre. 8 jours après, je vais le voir. Le prêtre, je n'avais pas eu le temps, je t'avoue, j'avais laissé de côté. Et quand je rentre dans le cabinet du psychiatre, il me dit bonjour, et je le vois, il me regarde, mais l'air vague, et il va s'allonger sur le divan. Moi, je suis dans le bureau, debout, mais qu'est-ce que je fous là? Et c'était le seul siège, donc je vais m'asseoir à son bureau, parce qu'il n'y avait qu'un siège, et lui s'allonge. Il me dit, oh, monsieur Légal, ah, la voiture, j'y ai échappé belle, hein, sur le boulevard périphérique. Le pneu n'a pas éclaté. Seulement, j'ai vu un motard qui m'a mis sur la bande d'arrêt d'urgence. Ça, je n'avais pas vu. J'avais vu la voiture, le pneu qui allait éclater, mais je n'avais pas vu avant. Il me dit, il y a un motard qui m'a dit, arrêtez-vous, vous avez un pneu dégonflé, ou soit qui est presque crevé, on va vous escorter jusqu'à la prochaine garage. Et il me dit, finalement, grâce à ce qui s'est passé, mais il me dit, je crois que ce que vous vivez me dépasse. Donc, vraiment, aller voir le prêtre. Donc, pour faire court, parce que je vois le temps passe vite, Ouais. je vais voir le prêtre qui ne m'avait pas vu depuis 20 ans. Il me dit, pour ce que tu viens me voir, puis il avait, tu sais, c'était catholique. Puis il me dit, tu regardes le tableau de la scène avec les apôtres? Je dis, oui. Eh bien, il y a des bulles là. Il me dit, des bulles. Elle me dit, oui, ce qu'ils ont autour là. Il me dit, non, mais ça s'appelle ce sont des saints. Oui, mais je dis, tout le monde, ils n'ont pas ça, parce que vous avez ça autour. Hein. Il me dit, qu'est-ce que c'est? Et reparti, je dis, des bulles, et tu les vois de différentes couleurs, et hop, je te fais court. Et tu sais ce qu'il me dit? Il me dit, Jean-Marie, écoute, je veux bien, mais là, il faut aller voir un psychiatre. Et je lui ai dit, ben non, j'en viens. J'en viens du psy. J'en viens du psy. Donc, du coup, après ça, pour faire un peu, pour concentrer, effectivement, ces phénomènes, j'arrête les médicaments, je te rassure, prennent de plus en plus d'ampleur et je suis tout seul dans mon coin avec mes clés qui se tordent, mes gens qui sortent des murs, mes tables, parce que du coup, il y a des gens qui vont au cinéma, moi je fais des tables tournantes toute seule, je fais ce qu'on appelle de la psychographie. Et je cherche des livres, je cherche des belles émissions aussi, mais qui n'existaient pas. Et puis je tombe un jour sur une revue qui s'appelle la Revue de l'Autre Monde. Je vais acheter quelques revues dans cette librairie L'Autre Monde. Je tombe sur une équipe fort sympathique avec effectivement différentes personnes. Et à un moment donné, comme on rentre dans une boulangerie, je veux partir avec 15 revues. Et effectivement, la personne me dit, non, vous ne pouvez pas partir avec tout ça, mais comment ça se fait que vous avez cette boulimie de lecture sur ce sujet-là?
Et elle sent que je le suis toujours du reste émotif. Elle me dit, oh là là, il vous est arrivé des choses. Je dis, tu te bricoles. Et je commence à raconter. Elle me dit, mais c'est pas des bricoles que vous racontez. Et je lui raconte tout ce que je dis. Alors elle me dit, écoutez, il y a deux possibilités. Soit vous êtes un affabulateur, vous êtes dingue, il faut vous soigner, il faut voir un psychiatre. Je lui dis, c'est fait. Vos bulles, il faut voir un ophtalmo, c'est fait aussi. Et je leur raconte pendant 2 heures toutes ces expériences. Et Jean-Paul Bourg écrivait à l'époque, cet écrivain, un ouvrage qui s'appelait Les enfants extrasensoriels et leurs pouvoirs, aux éditions de Chou. On est en 78. Et du coup, toute l'équipe de la revue L'Autre Monde vient, m'écoute, 2 heures d'enregistrement, et ils me disent, ça peut nous intéresser pour un article, pour l'ouvrage, mais on veut écouter vos parents. Donc, je passe les détails, ils ont fait venir mes parents, et quand je parlais de poltergeist, de coups dans les murs, on entend un marteau-piqueur qui n'existe pas sur la bande. Quand j'explique le décès de mon oncle, du SAMU de pompiers qui est évoqué dans le livre, il y a un SAMU de pompiers qui passe à ce moment-là, comme des phénomènes de synchronicité. Cet article paraît, je passe les anecdotes, je ne connaissais pas ce monde journalistique, et un jour, je reçois un coup de téléphone, et je le dis sans prétention, d'un monsieur que j'aime beaucoup, qui me dit, voilà, je m'appelle Jacques Pradel, je travaille à France Inter, je fais une émission qui s'appelle Ici l'ombre, et en parallèle, il y a une femme que vous connaissez peut-être qui s'appelle Françoise Dolto, la célèbre psychanalyste. Et il me dit, mais j'aimerais bien vous interviewer. Oui, j'avais 17 ans et demi. Ah ouais. 16 ans, 17 ans et demi. Ah, j'ai dit, mais moi, un micro, non, non. On laisse passer le temps. Et puis, avec toutes mes aventures qui m'arrivent, eh bien, j'ai une amie qui s'appelle Paulette Viennot, avec qui on a eu des messages d'écriture automatique, qui dit, Jean-Marie, il faut que tu rencontres des gens dans ce domaine-là et tout, et je vais te faire rencontrer un médium voyant sérieux qui s'appelle Mario de Sabato. On est dans cette période-là, 77-78. Je vais le voir, je passe les détails, il me dit des choses très surprenantes, que dans quelques mois, quelques années, je vais faire de la télé, je vais faire de la radio, je soignerai les mains avec mes mains, que je serai inspiré par les médecins du ciel. Et il me dit quelque chose, vous rencontrerez un médecin dans 20 ou 30 ans, en 2006-2007, il ira au Canada, il sera mondialement connu, on va lui faire les pires crasses, on lui mettra dans les roues, il s'intéressera aux gens qui sont cliniquement morts, il fera des recherches là-dessus, et vous le rencontrerez. Je ne sais pas son nom, mais on me montre un symbole. Une mine de charbon. Ça a un lien avec le charbon. Wow. On est en Sérieusement, 67-77. ah Et ouais. le gars, comme j'ai dit dans le livre, il me dit, vous le rencontrerez 2005-2006. Tu l'as évoqué, j'ai rencontré Jean-Jacques Charbonnier en 2006-2007. 2006, 2007, en 2007. C'est incroyable quand même, hein. Et du reste, Jean-Jacques en parle, puisque tu as eu la gentillesse de mettre la préface au départ. Il évoque cette anecdote et je ne pouvais pas manquer de la souligner. Après, il y aura une autre anecdote avec Jean-Jacques. Oui, oui. Mais donc tout à fait surprenant. Donc, après la sortie de ce livre, effectivement, je suis contacté à nouveau par Jacques Pradel et tout s'enchaîne. Je vais à l'époque, effectivement, à la maison de la radio, de l'ORTF. Je raconte un peu mon aventure, comme je le fais avec toi spontanément et avec, je t'avoue, beaucoup d'émotion et de cœur. Et puis, moi, je me dis, ça y est, c'est fini, hein, je suis au placard. Mais après, il y a Radio Monte Carlo qui m'appelle, qui me dit, mais attendez, c'est fou ce que vous nous racontez. Vous ne voulez pas nous raconter? Mais je dis, attendez, je ne vais pas tous les faire. Donc, je fais ça. Et puis, le livre de Jean-Paul Bourg sort. Un jour, et j'y suis pas allé, j'étais mort de trouille. Bernard Pivot, le célèbre écrivain, fait une émission qui s'appelait Ex Libri, invite Jean-Paul Bourg. Jean-Paul Bourg me dit, tu viens avec moi. Bernard Pivot m'appelle. Je dis, monsieur, moi je suis mineur encore, et puis me retrouver dans un plateau télé, je ne veux pas. Puis
d'être une bête de cirque, ça ne m'intéresse pas. Ouais. Et finalement, les années passent, on arrive dans les années 80, et là, je suis contacté par quelqu'un que j'apprécie beaucoup, d'autant plus qu'il aime beaucoup les animaux, c'est Alain Bougrain-Dubourg et Patrice Laffont, font une émission sur l'étrange, et me dit, écoutez, monsieur Le Gall, on a entendu parler de vous, c'est complètement délirant ce que vous faites, mais voilà, on voudrait faire une émission sur tout ce genre de choses, donc on vous invite. Donc je me suis retrouvé à l'abbaye de Mortemer dans l'Eure. Je dirais, si les gens veulent faire, comme tu l'as dit très gentiment, un tour sur mon site internet, sur l'espace radio-vidéo, j'ai l'extrait en noir et blanc de l'extrait de ma première expérience de psychokinèse, d'influence d'esprit sur la matière, en noir et blanc, en direct. J'ai réussi avec des droits enfin, ça m'a été accordé par la télévision. Donc, je fais cette expérience de torsion sur l'influence de l'esprit sur la matière et je suis contacté par la suite par un chercheur qui s'appelle le docteur Dierkens, qui travaillait à la faculté de Mons en Belgique, qui avait expérimenté différents sujets psy, qui d'autant plus est illusionniste. Intéressant. Et me dit, voilà, j'ai expérimenté avec un sujet psy sensible qui s'appelle Jean-Pierre Gérard, que je salue au passage, et il me dit, Jean-Marie, c'est un sujet très controversé. Illusionnisme, charlatan, trucage, je suis illusionniste, on va monter un protocole, vous venez à la faculté de Mons, je vous prépare un protocole béton. Je vais à... Donc, cette expérience a eu lieu en 1983, j'arrive à Mons, et le lendemain, j'arrive dans le laboratoire qu'il avait mis en place. Alors, on me met... Alors, c'est illustré aussi un peu dans l'ouvrage, électrode, électroencéphalogramme, électrocardiogramme, et il m'amène une barre massive qu'avait tordue sans trucage Jean-Pierre Gérard en 2 heures, qu'il avait obtenue en 2 heures. C'était quoi le diamètre de la barre? Ça. Ah ouais, quand même. Ah ouais, ouais. Non, mais un truc costaud, testé par les haltérophiles. Tu as vu, je suis taillé dans un tampon de sucette, faut pas exagérer. Pas Rambo. Et surtout que c'est comme ça quand ça se passe. Hein. Et filmé. Et filmé au ralenti. Pas comme ça, hein. Comme ça. Et là, il me montre un peu comme pour les Claudettes, j'avais lu des ouvrages sur Jean-Pierre Gérard, et quand je vois ça, c'était comme un trophée. Je dis, mais il a fait ça en combien de temps? Il a mis 2 heures, sans truquer. Soit tu la tords, soit tu me la remets droite. Et là, est-ce que c'est le fruit, comme on l'évoquera à nouveau avec notre ami Jean-Jacques Charbonnier, est-ce que c'est le fruit de l'émotion? J'espère rien te faire péter chez toi. Le truc commence à se tordre sous l'œil dubitatif du docteur Dierkens, de son épouse, de sa fille Sylvie. Je fais un choc d'hypoglycémie, je tombe pratiquement dans les vapes devant l'émotion du phénomène. Il prend la barre, il la pose, et là, toutes les machines qui étaient dans le labo commencent à tourner en l'envers. C'était, tu sais, des vieilles bobines. Tu as l'impression c'est la guerre froide, hein, tu sais, les vieux trucs où tu enregistrais au micro à Londres. Et les bobines commencent à tourner en l'envers. Je vois le docteur Dierkens, il me dit, foutez le camp. L'électroencéphalogramme, je ne veux pas le perdre parce qu'il y a un tracé, je ne sais pas ce qu'il y a dessus. Je ne comprends pas. Tu actives une zone du cerveau, je ne la connais pas. Donc, première expérience, dirais dans un domaine, dans un cadre scientifique, avec un scientifique, et en plus un illusionniste. Après, je me suis prêté de bonne grâce à d'autres expériences, dont une avec un institut de recherche, si je peux dire, dans le cadre spirit, qui s'appelle, alors il y a l'INRES, mais à ne pas confondre quelqu'un qui fait un excellent travail qui s'appelle l'IFRES, IFR 2ES, Institut francophone de recherche et d'expérimentation spirit, qui était dirigé à l'époque avec 2 amis, que je salue au passage si elles regarderont cette bande, cet enregistrement, Jean-Luc Royan, président à l'époque de l'IFRES, absolument adorable, une grande ouverture de conscience et d'esprit, et mon ami médium, Joël Uri. Et il m'avait contacté parce que j'avais participé, j'ai sauté quelques étapes, à une émission avec Jacques Pradel,
que j'avais retrouvé en 1995. Comme il dit, on s'était perdu de vue. Du reste, vous avez le petit extrait toujours sur le site internet. Et il m'avait contacté et nous avions fait dans le laboratoire de l'IFRES des expériences du même type de parapsychologie, là plus pour avoir des tentatives de contact médiumnique. Et là, ça avait été catastrophique. Eux, ils avaient été contents, les vumètres, les bandes et tout. Ils avaient eu énormément de phénomènes de télékinésie et de psychokinèse. Donc ça, c'est le côté un peu expérimental, je dirais un peu extraordinaire, mais je dirais avec une réflexion que fondamentalement, ce genre de phénomène ne sert à rien. C'est-à-dire que ça démontre effectivement la puissance de la psyché, du mental, mais spirituellement parlant, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de faire monter un thermomètre. Ça ne sert à rien de tordre des barres, sauf peut-être de se gonfler son ego, mais à part de montrer qu'il y a une influence de l'esprit sur la matière, et du reste, avec mon ami que j'ai évoqué, Baptiste Vallée, et je le fais très rarement, et même plus du tout maintenant, lors d'une soirée avec Baptiste, il pourra peut-être le partager et le témoigner, bon, c'était pas dans un cadre scientifique, mais lors d'un repas, j'ai poussé la chansonnette, il me dit on peut essayer, des fois ça marche, des fois ça marche pas, et puis là, à ma grande stupéfaction, bah, sous l'œil dubitatif de notre ami médecin, la fourchette s'est bien tordue. Voilà, pour l'anecdote. Mais voilà, je tenais quand même à le dire. Ouais, ouais. Maintenant, je suis passé sur quelque chose, parce que je vois que le temps passe très vite, Oui. à quelque chose qui me semble, deux choses qui rentrent vraiment pour moi dans le rôle de l'essentiel de ma vie, c'est qu'effectivement, pour vouloir me rassurer socialement, il a fallu que je travaille. Donc, je suis rentré parce que j'avais un BTS, niveau de BTS en biologie, comme préparateur en physique-chimie dans l'éducation nationale en 1980. Ça a été un peu catastrophique parce qu'il fallait que je jongle à la fois entre les émissions de télé et les émissions de radio, faire l'alimentaire. Et suite à cette émission de 1980, grâce à l'intermédiaire d'une personne qui était sur le tournage, j'ai fait la connaissance d'un monde que je ne connaissais pas, qu'on appelle les naturopathes. Donc, pour faire simple, j'ai suivi une formation assez classique au départ de l'école Marcheseau. Après, j'ai élargi, hein, mais de 1980 à 1985. Et j'ai eu chèrement un certificat. Donc, je suis naturopathe de formation. Et donc, bah, je sentais que ça poussait parce que je voyais qu'il y avait ces phénomènes médiumniques. Je voyais que de temps en temps, quand anecdotiquement, en mettant des mains sur les gens et tout, apparemment, ça les soulageait. Donc, j'ai commencé à recevoir des gens en complément de mon approche de naturopathe. Et puis, après, j'ai quitté tout doucement et progressivement après l'éducation nationale. Et donc, je recevais en tant que naturopathe magnétiseur. J'avais lu des bouquins là-dessus, mais qui arrivaient aussi des choses qui allaient dans le sens de la psychokinèse, jusqu'au jour, et c'est là qu'on rentre dans le vif du sujet, et ce qui me semble le plus intéressant, Mhm. je me souvenais très vaguement d'un certain nombre de choses, et j'avais oublié d'omettre qu'en 1973, important, on a évoqué tout à l'heure, au mois de mai, mon grand-père, beaucoup d'émotions en parlant, a quitté ce monde. Le 28 mai, tu comprendras pourquoi, parce que je vais évoquer quelque chose qu'on a évoqué en antenne. 28 Ouais. mai 1973, mais quelques temps avant, il m'avait dit, Jean-Marie, quand j'étais allé le voir, c'était à l'hôpital militaire, quelques temps avant son décès, à la maison de retraite aussi, il m'avait dit, quand je serai parti de l'autre côté, je continuerai à t'aimer. Un grand-père aime son petit-fils. Mais il dit, mais je continuerai à t'aimer, mais à t'aider. Oui, de cœur. Et avec mes mains et les médecins du ciel, nous t'aiderons. J'ai fait un feedback en arrière. On est en 73. Hein. Excuse-moi, j'ai fait une. J'ai dit, oh là là, le grand-père, Alzheimer, il perd sa tête. Ça va. Et puis, toi, ça me revient. Ouais, Et ouais. puis, ce que m'avait dit Mario de Sabato, que j'avais oublié de dire, il me voyait avec aussi un personnage. Il me disait, je sais pas, je vois voir la télé, la radio, mais je vous vois des hommes habillés en blanc, des médecins. C'est bizarre, ils ne sont pas sur ce plan-là, mais on dirait, c'est comme des médecins du ciel. Et tout ça, toi, ça me revient. Et lors d'une consultation
naturopathique et de magnétisme classique, en utilisant certaines techniques assez connues de mes confrères et de mes consoeurs. Je termine ma consultation séance et là, je vois sortant du mur 3 formes lumineuses, très denses, qui s'approchent de moi. J'avais les mains au-dessus de ma patiente. Je dis, voilà, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et ça se matérialise, c'est-à-dire ça se densifie et je reconnais les traits de mon grand-père. Mais comme s'il avait l'âge de 30 ans. Et tout autour, habillés en vert, non pas Haïti, hein, mais comme des gens habillés en chirurgien, avec le masque, des gants, scalpel, euh, ciseaux, pince, une nana à côté comme une infirmière, la tenue d'infirmière. C'est ce truc qui s'avance vers moi. Mon grand-père, il me dit, je t'avais prévenu. Et là, j'ai dit, Tu mais vois ça attends, clairement, là. Tu le vois je te vois clairement. comme je te vois, en hologramme, un hologramme en 3D. Et il me dit, n'aie pas peur. Et je vois ses mains de ce chirurgien de mon grand-père se poser sur les miennes. Et comme s'il me faisait enfiler des paires de gants. La personne est allongée, je ne perds pas mon sang-froid, et elle avait les yeux ouverts, et elle me dit, c'est bizarre, vous faites quelque chose de différent, monsieur Le Gall. Et elle me dit, mais je sens des trucs dans le ventre, ça gargouille, je suis au-dessus, à quelques centimètres. Et elle me dit, mais on dirait que vous faites des gestes de chirurgien. Je disais, vous inquiétez pas, je maîtrise. Je ne maîtrisais rien du tout, je ne sais pas ce qui se passait. Je dégoulinais dans le dos, 5-10 minutes, et j'entendais pince, scalpel, et à un moment donné, je sens, non pas que je m'avachis sur elle, mais que comme si j'allais m'endormir dans ces fameux états que tu connais très bien, modifiés de conscience. C'est-à-dire, je sens que je ferme les yeux, je dis, ça y est, je vais baver, je vais tomber sur elle. Non. Situation entre la veille et le sommeil, les yeux mi-clos, dans un espèce de flou, et là, je sens pince, suture, on ouvre, on ferme, et moi, dans un état de rêverie. Et à un moment donné, intervention terminée, on recoue. Et je sens que je reprends une conscience normale. Et je vois la personne, elle dit, mais c'est quoi ce truc-là? Et elle soulève son vêtement. Moi, généralement, je me faisais retirer que les chaussures. Et on voit 2 barres rouges avec des points. Je dis, c'est quoi ça? Je fais une crise d'urticaire. J'ai dit, non, l'urticaire, il y avait 2 traits et Ah 6 points de chaque ouais. côté. Wow. Je dis, je vous en prie, madame, voilà. Et donc, tu vas voir, je vois mon grand-père qui me dit, c'est la première fois, me fait un signe, et ça se dématérialise, ça retraverse, ça se dématérialise, ça traverse le mur et ça disparaît. La personne se lève, et je vois sur le côté, dans la matérialisation, rester une espèce de petite poubelle métallique, comme des fois on trouve chez les médecins ou dans les blocs opératoires. Mais moi, je la voyais, mais la personne ne le voyait pas. Elle se lève, je la raccompagne à mon bureau, et elle va pour se casser la figure, elle bute, on entend un truc métallique, elle bute dans du vide. Elle me dit, j'ai heurté quelque chose. C'est Vous avez heurté quelque chose? Non. Elle me dit, si, j'ai entendu une espèce de casserole. Elle s'assoit, et à ce moment-là, elle s'assoit, et elle me fait, vous sentez ce que ça sent? Je lui dis, dites-moi, toujours intéressant, dites-moi, pas moi ce que j'entends. Parce que quand je m'assois, je dis, putain, mais ça commence dans la pièce, ça commence à sentir l'éther, comme si j'avais offert un flacon d'éther. Il me dit, mais vous savez, c'est pas moderne, hein, ce que je vais vous dire, mais ça sent l'éther. Vous savez, quand on était jeune, on mettait un masque quand vous endormez, et bien, il y a une odeur d'éther dans votre pièce. Bien, madame. Je dis oui aussi. Elle s'en va, ça disparaît complètement, et j'avais un petit break. Je prends une feuille de papier, je me dis, grand-père, là, il faut qu'on parle. Je prends, et là, je sens une main qui me dit, oui, oui, c'est moi, n'aie pas peur. Et il commence à me dire, voilà, il commence à me donner des détails. Il me donne, sur le plan où il se trouve, qu'il est dans un hôpital spirituel, avec des lits en suspension dans le vide, comme dans une cité cristal, qui a des médecins qui font de la chirurgie psychique et qui opèrent de ce plan de conscience.
Et j'ai découvert beaucoup plus tard, je pense que peut-être quelques auditeurs connaissent, ce qu'on a appelé un médium extraordinaire qui s'appelle Chico Xavier, ce nom te Ouais. dira peut-être quelque chose, avec ce fameux film best-seller qui s'appelle Nos Solar, Ouais. que tu as peut-être vu. Et finalement, il me décrivait, donc on est en 86. Nos Solar, tout ça, je ne connais rien. Et donc, ça a été le commencement d'une grande aventure. Je vais avoir 60 ans, ça fait 35 ans, 33 ans, 33 ans que je travaille. Et dans des consultations que j'évoquerai, que je fais, pas tout le temps, pas systématiquement, le phénomène apparaît. Mais ça ne s'arrête pas là. Pour essayer de cadrer, je m'occupe aussi des gens à distance pour la France et l'étranger. Et le même phénomène qu'on pourra peut-être plus détailler tout à l'heure, quand je traite, entre guillemets, de ma façon avec l'aide des médecins du ciel, comme c'est raconté d'une façon un peu humoristique aussi dans l'ouvrage, des gens sentent, il y a des manifestations d'odeur chez eux, ou de toucher, ou autre. Donc, je ne comprends et je ne maîtrise rien. Et la dernière chose que je voulais peut-être évoquer dans ce parcours, Je voulais et juste qui, mentionner, Jean-Marie, quand tu dis que tu traites à distance, est-ce que tu vois la personne alors, ah à oui, alors j'ai voulu distance? faire Comment court ça parce se que je passe? sais qu'on n'a Ouais, peut-être pas beaucoup de temps. ouais. Je peux l'évoquer là, si Oui, tu oui, veux. oui, vas-y, on a Ben, du temps, je pense C'est-à-dire que. que C'est-à-dire, si tu préfères, je reçois des gens à mon cabinet, mais des gens m'envoient un certain nombre d'éléments administratifs. Je ne fais pas de diagnostic médical, je le précise. Ils voient leur médecin, diagnostic, traitement. Je fais aussi partie d'un organisme sérieux de référence qui s'appelle le GNOMA, Gnoma, qui est un groupement de guérisseurs sérieux. On a une charte, on a une déontologie, donc on ne peut pas faire n'importe quoi. C'est l'équivalent du Conseil de l'ordre des médecins, mais des magnétiseurs. Donc tu vois, OK. c'est très encadré. Et donc, quand les gens m'envoient un certain nombre de documents, j'ai un support photo pour travailler. Et là, il se passe quelque chose, tu as raison, mon ami, d'absolument insolite. C'est quand je pose ce simple photo sur la table, je vais peut-être faire rigoler les gens, c'est Star Trek. C'est la guerre des étoiles. C'est-à-dire que je vois se matérialiser, sortant de la photo en 3D, un corps de nature comme un hologramme, Ah ouais. de couleur bleu-vert. Et donc, je vais au-dessus de ma table où physiquement parlant, il n'y a personne. Je vois ce corps se matérialiser, qui est ce que les spirites appellent le père-esprit dans leur terminologie. Et je travaille de la même façon subtile dessus. Je sais, c'est complètement fou, hein. Et à la fin, je vois cet hologramme se résorber et disparaître. Ça, c'est anecdotique. Et donc, je voulais revenir à quelque chose qui m'a beaucoup bouleversé parce que j'ai fait beaucoup dans ma vie de sport à un moment donné, d'arts martiaux, entre autres une technique que j'aime beaucoup s'appelle le kendo, la voie du sabre, et mes articulations ont beaucoup souffert. Et eh bien, c'est le cordonnier qui est le plus mal chaussé. Et j'ai maintenant une prothèse complète du genou droit, mais à l'époque, en 2007-2008, je suis obligé d'avoir une première intervention chirurgicale où on m'opère, on fait ce qu'on appelle techniquement et médicalement parlant une mosaïque plastique du genou droit, c'est-à-dire une autogreffe en prenant de l'os un peu plus loin pour boucher les trous du gruyère que j'avais dans le genou. Et là, je vis une expérience très bouleversante que tu connais bien. Je me retrouve dans un premier temps, euh, parce que j'avais vu un chirurgien qui me dit je vais vous opérer telle date, donc je vais me faire opérer effectivement. Il y a eu un décalage dans l'emploi du temps du chirurgien, donc ce jour-là, je n'ai pas complètement été opéré, juste un peu endormi, et je suis resté derrière la baie vitrée où on ramenait les gens après leur opération. Mais ce qui était rigolo, c'est que dans cet état un peu modifié de conscience, je voyais ce que j'appelais, ce que j'ai dit à Jean-Jacques, la piste d'atterrissage et de décollage. C'est-à-dire que je voyais les gens collés au plafond, mais qui n'avaient pas intégré leur corps. Ah, c'était 14 juillet. Des corps de lumière qui sortaient, qui descendaient, qui arrivaient au-dessus des corps. La brave infirmière qui tapotait, qui disait Monsieur, revenez à vous. J'avais envie de dire Mais non, attends, il est encore collé au plafond, celui-là. Il n'est pas encore descendu. Hein. Voilà, ce qui fait que ce jour-là, pas de peau, je n'ai pas été opéré, mais j'ai eu le droit à un super spectacle. Le lendemain, je reviens à la clinique. Cette fois-ci, je passe sur le billard. Et là, je sors de mon corps.
je regarde ce spectacle, on m'ouvre le genou, pas terrible. Vue d'aéroport, au-dessus, décollage, tout. Tu as l'impression, ballon, la Terre vue de haut. Et puis, je vois un point de lumière et je suis attiré vers ce point de lumière. Et là, brutalement, je me retrouve dans une espèce de spirale entonnoir où je suis pris dans une très grande rapidité et je me regarde et j'ai un corps de lumière. Je ne suis que de la lumière et électrique. Et j'arrive à un moment donné devant une baie vitrée, c'est ma représentation pour moi, qui s'écarte. Et là, je vois une lumière, quelque chose d'ineffable. Ah ouais. C'est plus brillant que le soleil et ça t'absorbe. Et c'est que de l'amour. Wow. Et ben, j'ai envie de rester là. Et pas prévu ça. Et il y a une voix qui me dit, je vois mon grand-père qui me dit, c'est pas le moment, pas l'heure. Et je fais un peu comme mon caca nerveux, hein, excusez-moi, hein, Ouais, c'est OK. c'est vraiment pas prévu. Et j'ai envie de rester. Et il me dit, non, c'est pas le moment, tu as des choses avec tes mains à faire. Et finalement, bah, je dirais peut-être comme ils m'ont anesthésié, je me retrouve dans le tunnel en spirale et hop, je ne me retrouve pas dans le bloc opératoire, je me retrouve en salle de réveil, planon au-dessus, et je vois différents lits allongés et il y en a un qui m'attire. On parle du rire aux larmes. Et Mmh. j'en ai un, je dis, il m'attire là-bas. Et je vois, qu'est-ce que je vois? Je me vois moi avec un drap, la petite infirmière mignonne et sympathique. Monsieur Le Gall, revenez à vous. Et là, par la frontalette, j'ai l'impression d'être aspiré complètement. Et là, une envie de dégueuler immédiate. Et la douleur, le genou. Il me dit, ne vous inquiétez pas, on va vous donner de la morphine. Donc, on m'amène, je passe les détails techniques. Je me mets à pleurer dans mon lit. Et ils me disent, vous avez mal? Et je leur dis, oui, j'ai mal à l'âme. J'ai mal à mon genou, mais j'ai mal à l'âme. Il me dit, on va vous donner un sédatif. J'ai dit, non, non, mais vous ne comprenez pas, j'ai mal, mon esprit a mal, je ne voulais pas revenir. Mais vous ne vouliez pas revenir d'où? Ben, j'étais bien là-haut. Vous avez des hallucinations? J'ai laissé tomber. Ouais. Et c'est là que, lors de la soirée, c'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure, deux amis qui me sont très chers, je les ai appelés dans l'ordre. Tu t'en souviendras peut-être s'il écoute Jean-Jacques après. Ben, j'ai eu la chance, je l'ai chopé et on a discuté pendant une bonne heure et j'ai pleuré avec Jean-Jacques, longuement. Il m'a réconforté, c'est un super toubib. Il m'a écouté, il m'a réconforté et quand j'ai raccroché, sniff, j'ai appelé mon autre pote, c'était le père Brune. Et tous les deux ont été d'un très très gros réconfort. Et je rebondis justement sur cette expérience qui m'a complètement bouleversé. Et cette expérience, je l'ai un tout petit peu évoquée, si je peux me permettre, dans un premier DVD que j'avais fait en 2007-2008. Alors, je ne sais pas si je peux le montrer, Oui, oui, vas-y. euh, qui s'appelle Science et médiumnité. Je crois qu'on me reconnaîtra, et surtout Jean-Jacques. Oui, tu peux le rapprocher un petit peu Euh, plus si tu veux. Ouais, c'est bon. Science et médiumnité, où, avec une société de production qui s'appelle Debosca Productions, qu'on peut encore se procurer. Et je raconte toutes mes aventures que j'ai partagées avec toi. Et à un moment donné, dans ce DVD, et j'avoue, ce n'était pas du tout préparé, ça va mieux là. Un moment d'émotion où j'évoque cette sortie de corps et cette expérience qui a bouleversé ma vie. J'en dis quelques mots avec Jean-Jacques et avec l'émotion. Et à ce moment-là, on entend derrière, même sur le DVD, une espèce de déflagration qui me fait bondir Jean-Jacques et tout le monde. C'était
un pot de fleurs à l'épouse que tu connais, Corinne, de Oui, oui, Jean-Jacques. oui. Le pot de fleurs a explosé derrière. A explosé. On peut toujours dire, il est complètement dingue ce mec-là. Tu pourras l'évoquer avec Mhm. Jean-Jacques, cette expérience. Mais ça ne s'est pas arrêté là. C'est lors de ce tournage, la Desbosca avait mis mon premier livre, la première édition qui était sortie, et comme symbole avait mis je ne sais plus si c'était une fourchette ou une cuillère, pour représenter la psychokinèse. Il ne s'était rien du tout passé. Le tournage se termine, tout le monde remballe ses affaires, et je vois Jean-Jacques, moi j'étais remué, mais alors lui sentait que ça l'avait remué. Et tu sais, juste en face de chez lui, il y a vraiment des montagnes magnifiques et on voit au loin Montségur. Et il me Ouais. dit, je prends quelques instants, peut-être pour souffler, pour digérer ce que je lui avais raconté avec toi, comme avec toi, et y compris les anecdotes que je lui avais confiées, qui n'étaient pas au courant. J'avais eu cette prescience que j'allais le rencontrer, donc tu comprends l'émotion qu'il a pu avoir. Ouais, bah oui. Et il dit à un moment donné, venez vite, venez vite, venez vite. Tout le monde ressort et je le vois avec, c'était une cuillère ou une fourchette, complètement tordue. Et ma première réaction, j'en charge, je dis, bon, bah, tu me la fais pas, parce qu'on me l'a fait ce coup-là. Tu tords, on te le montre. Et je dis, bon, c'est un peu gros la ficelle. Il me dit, mais quelle ficelle? Il n'y a pas de ficelle. Il me dit, mais je comprends pas. J'étais là, j'ai entendu un truc bizarre, je me suis retourné et j'ai vu le truc tordu. Et nombreuses fois, on en a parlé. Et même, pour terminer l'anecdote, même des années après, même quand il m'a raccompagné le soir en tête à tête avec Corinne dans la voiture, j'ai dit, écoute, il n'y a pas les déboscas, on est les yeux dans les yeux. Tu me dis la vérité. Et on en a parlé encore à la TCH qu'on se voit de temps en temps. Tu vas me dire, il me dit Jean-Marie, et c'est un homme d'une grande bonté et qui dit la vérité. Il ne s'amuse pas à raconter n'importe quoi. Il me dit non, je ne sais pas ce qui s'est passé, Jean-Marie, j'ai entendu ça et quand je me suis tourné, il y avait ça, elle était tordue. Donc ça, c'est le côté Ah un ouais. peu, un peu humoristique. Alors je tiens à dire, parce que je vois le temps qui passe, et de laisser aussi la parole aussi aux personnes qui ont eu la gentillesse, je crois il y a 234 personnes qui nous ont rejoints, Ah ouais, en pas ce le moment, chiffre exact, ouais. de dire que qu'est-ce que je retire de tout ça? Qu'est-ce qui est essentiel? Parce que c'est sympa, mais de dire que d'une part, la vie d'un vrai médium, c'est pas facile. C'est plutôt une vie de galère. C'est pas évident. Que les phénomènes paranormaux, ce ne sont que des épiphénomènes. C'est pas ça qui est important. Que les contacts avec nos défunts, tels que j'ai pu avoir, euh, euh, c'est une espérance, c'est une joie, c'est très important, mais aussi qu'est-ce que ça nous amène dans notre transformation, je dirais, dans notre révolution intérieure au quotidien. Faire des tables tournantes, faire de l'écriture automatique, aller à des séminaires, des conférences, c'est très bien, mais est-ce que ça va nous transformer de l'intérieur? Je crois qu'il faut être très prudent dans ce style de phénomène, ne pas s'arrêter ce qu'on appelle à la phénoménologie, c'est de voir qu'est-ce que ça va nous transformer de l'intérieur. Et moi, à travers ces itinéraires un peu chaotiques que je me suis permis de vous raconter depuis plus d'une heure, maintenant, tout ce qui est cet aspect de médiumnité classique, je n'en fais plus, d'autant plus que je la faisais sur 7 ans de ma vie, je l'ai toujours exercé en tant que médium spirit, sauf pendant 7 ans, c'est-à-dire bénévolement et gratuitement. Je peux comprendre, hein, j'ai exercé aussi en tant qu'un peu que professionnel, mais chassé naturel, au galop, je suis un médium spirit. Mais surtout, c'est qu'est-ce que ça transforme dans votre vie au quotidien. Et j'en ai trouvé modestement euh, une orientation, si je peux dire, depuis 35 ans, c'est d'essayer sans prétention, avec ce que j'appelle mes médecins du ciel, d'aider et de soulager, soulager les gens. Et je pense que c'est ça qui est le plus important pour moi. Et j'essaye au quotidien oui, de faire pour le mieux. Toi, j'en perds mes mots à la fin. Voilà ce que j'ai pu en quelques anecdotes partager, partager avec vous, Wow, avec c'est beaucoup vraiment, d'émotion.
Un gros merci pour ton partage, Jean-Marie. C'était vraiment très touchant, très intéressant et je lisais les commentaires des gens en même temps et les gens adorent. C'est vraiment un beau privilège de partager ça tous ensemble en ce moment. Et puis, comme j'ai mentionné au départ, il va y avoir une petite période de questions. Donc, ceux qui ont des questions pour Jean-Marie, ben, je vous invite à les écrire maintenant. Comme ça, il y a un petit décalage de 20 secondes. Et en attendant, ben, moi, je m'étais préparé une dernière question pour toi à la fin, puis tu as commencé à y répondre un petit peu. Mais je serais curieux de savoir, tu sais, sachant ce que tu sais, ayant expérimenté ce que tu as expérimenté, qu'est-ce que ça change à ta façon de vivre ta vie qui est peut-être différent de ceux qui n'ont pas eu accès à ça? Tu dirais comme qu'est-ce que ça change concrètement dans ta façon d'être en relation avec les gens, ta façon de rencontrer des défis, ta façon de vivre? Ouh. Bah, c'est-à-dire, comme je t'avais dit au départ, pour reprendre cette phrase de Socrate, j'ai au moins la modestie et pas la fausse modestie de, comme disait Socrate, il y a au moins une chose, c'est ce que je sais, c'est que je ne sais pas grand-chose. Ouais, Déjà ça. Je crois que ça nous permet de relativiser beaucoup les enseignements, les doctrines, tout ce qui est vrai, tout ce qui est faux, c'est très relatif. C'est très relatif. Et surtout, mais ça c'est un travail de longue haleine et au quotidien d'essayer de travailler sur soi. Je suis pas parfait, hein. J'ai toujours des ouais. coups de gueulante, des émotions. La preuve, c'était pas prévu, j'ai eu les larmes aux yeux. J'ai réussi à maîtriser hein, quand même. Mais C'est pas pardon? ce n'est pas un défaut? Voilà. Mais Mmh. de dire aussi que la vie est précieuse, Ouais, que tout peut basculer euh, d'un instant à l'autre. Ce qui compte, c'est, bon, une formule un peu classique, ici et maintenant, bien que cet ici et maintenant est impermanent et change en permanence, mais voilà, de vivre intensément, j'ai envie de dire, riez, jouez, méditez, dansez, éclatez-vous, ne vous prenez pas au sérieux. Je ne vais pas dire aimez-vous les uns les autres, je vais mal terminer. Mais voilà, profitez de la vie et de savoir que chaque instant est essentiel et que par la parole, par l'action, on crée aussi, notre vie. Et j'aime beaucoup cette phrase qui est sur les DVD Le Main de Lumière d'un de mes amis, Joan Yu, qui est un danseur-poète. Et je crois que ça peut résumer aussi ce que tu viens de me poser, même si ce n'est pas une phrase de moi, qui dit, peu importe l'histoire de notre vie, c'est ce que nous en faisons qui en fait une réalité lumineuse. Peu mmh, importe l'histoire de notre vie, c'est ce que nous en faisons ouais. qui en fait une réalité lumineuse. Et j'essaye, avec mon travail, ma vie, au quotidien, avec les hauts et les bas, d'en faire une réalité lumineuse. Ouais. Merci beaucoup, Jean-Marie. On va passer aux questions maintenant. Il y en a quelques-unes. Ici, il y a Éric Marot qui fait juste poser la question. Bonsoir, pouvez-vous redonner le titre du DVD? Je pense qu'il y en avait deux. Je ne sais pas si tu pourrais juste les Alors, rementionner. je me permets de dire qu'il y a le premier que je me permets de présenter qui s'appelle Science et médiumnité Ouais. de la société de production des Bosca que l'on trouve. Et les deux se complètent. Et celui qui est plus récent, qui s'appelle Les Mains de Lumière, Si tu qui est peux fait le par monter un petit peu, ouais. Ouais, OK. voilà, Ouais, c'est bon. les mains de Lumière, et qui est disponible, mettant Jean-Marie Le Gall, que les gens se. Et je précise que, parce qu'il y a quand même quelque chose à dire, que ces DVD qui ont demandé effectivement beaucoup d'investissement, beaucoup de temps, je ne touche absolument rien, c'est un projet. Du reste, comme on l'avait fait avec Jean-Jacques Charbonnier, ce projet, nous n'avons aucun droit d'auteur dessus. C'est vraiment un coup de cœur, autant le premier que le second. Ouais. Voilà, c'était Et important aussi de le tu dire. m'avais mentionné aussi, Jean-Marie, que sur INRES TV, je pense que les gens pouvaient Alors, voir un des deux. alors, je me permets de faire un petit coucou. J'ai eu la chance, j'ai évoqué Jacques Pradel, mais un journaliste ainsi que son épouse, que tu connais aussi, que j'aime énormément, qui s'appelle effectivement Stéphane Alix, qui est un de mes grands amis que j'ai rencontré, avec qui on a même fait des expériences ensemble avant le test, même en 2007, avec Florence Hubert et d'autres. Ça sera encore une grande aventure à raconter.
Stéphane est vraiment quelqu'un que j'apprécie vraiment de cœur, a créé l'Institut de l'INRES, que tout le monde ou beaucoup de personnes connaissent. Il y a une revue qui est extraordinaire, qui s'appelle la revue Inexplorée, qu'on trouve chez nous, ou peut-être chez vous avec abonnement. Et par contre, ce qui est intéressant, c'est dans le cadre de INRES TV, ils ont une branche qui s'appelle de l'INRES, qu'on appelle INRES TV, qu'on peut avoir par Internet, par abonnement, pour la somme modique de 8 euros par mois. Mais je vous rassure, vous pouvez vous désabonner quand vous voulez. Vous n'êtes pas pieds et poings liés. Et dans le cadre de cet abonnement de INRES TV, il y a, pour les gens qui voudraient simplement le regarder, le documentaire. Il suffit quand ils sont abonnés, qu'ils se désabonnent après, mais dans le temps de leur abonnement, ils tapent effectivement le documentaire Jean-Marie Le Gall, Les Mains de Lumière, un documentaire de 70 minutes, et ils pourront avoir beaucoup d'anecdotes que j'ai succinctement évoquées lors de notre entretien fraternel, mon ami. Super, merci. On va passer, il y a Sonia Lamère qui pose la question, ben, comment peut-on vous contacter, Jean-Marie, pour des soins? Donc, s'il y en a qui veulent te contacter à ce sujet-là, qu'est-ce que tu proposes? Alors, je propose, comme je dis, j'ai un site internet que je peux me permettre peut-être de donner, qui est le suivant, www, tout attaché et en minuscule, Jean-Marie Legal, Legal.com. C'est un site gratuit, on ne va pas vous demander de carte bleue derrière. Vous pouvez aller où vous voulez. Ouais. Et de toute façon, éventuellement, sur le livre que tu as évoqué au départ, qui s'appelle Contact avec l'au-delà, avec la préface de notre ami Jean-Jacques aux éditions Lanor, il y a aussi le site internet et j'explique sur l'aspect tarif toute la démarche administrative pour me faire parvenir des dossiers. Et j'invite les personnes lors de mes permanences que je fais lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, de 9h à midi, de me contacter. Voilà, Parfait. ça peut être une première. Alors, je précise, je ne parle pas du tout anglais. Je ne OK. travaille pas par mail. Je reçois exclusivement, du reste, un peu de partout, Ouais. effectivement, des courriers. Et j'essaye de faire pour le mieux. Mais chose importante à préciser, je ne remplace en aucun cas le médecin. Je ne pose pas de diagnostic. Je suis modestement un accompagnant. Parfait. Je travaille un peu comme fond, ce qu'on avait évoqué, le chercheur Monsieur de Beauregard. Effectivement, je travaille un peu comme, il faut quand même l'évoquer très succinctement, un magnifique ouvrage aussi qui s'appelle Chirurgien de l'au-delà, fait par un médium qui s'appelait George Chapman, qui incorporait un médecin qui s'appelait le docteur William Lang. Et je travaille un peu comme ça se passe au Brésil, par, on pourrait dire, de la chirurgie psychique par incorporation. Et c'est dans ces dynamiques-là que je travaille, au cabinet et à distance. Ouais. J'espère que j'ai répondu peut-être à cette personne. Ben oui. Et j'ai remis le mot, parce que dans le document, j'ai remis le mot lien à l'écran. Dans le document, je vais juste me remettre à l'écran ici. Je rappelle aux gens qui sont peut-être arrivés par la suite, en écrivant le mot lien, vous allez avoir le document de référence. Bon, il y a le site de Jean-Marie qui est là, il y a quelques vidéos, il y a des informations utiles et il y a aussi la préface du docteur Charbonnier de son livre que j'ai photocopié, que vous pouvez télécharger là. Et il y a aussi la table des matières qui est vraiment très intéressante du livre Contact avec l'au-delà. On peut vraiment voir tout ce qu'il y a dans le livre et ça donne vraiment une bonne idée. Donc, si vous voulez, vous avez juste à écrire le mot lien, vous avez accès à ça. On continue avec quelques questions, si c'est OK avec toi, Jean-Marie. Il y a Olivier Oui. qui pose une bonne question. En fait, il dit Uri Geller n'a-t-il pas été démasqué? C'est Oui, quoi ta position là-dessus? mais bien sûr que je connais l'histoire parce que j'ai évoqué succinctement Gérard Majax, que je connais, Ouais. parce que Uri Geller, je l'ai rencontré en 1987 lors de l'émission, effectivement, avec très tumultueuse. Du reste, il y avait aussi présent mon ami le docteur Dirkens, effectivement aussi mon ami Jean-Pierre Gérard, et j'étais sur le plateau où il y avait Gérard Majax. Et nous avions voulu inviter, parce qu'on parle souvent de M. Majax, mais on ne parle jamais de François Ranqui, qui a expérimenté Jean-Pierre Girard. Et quand j'ai évoqué avec M. Majax
les expériences que j'avais faites, les expériences qu'avait fait Jean-Pierre Gérard, eh bien, on n'a pas pu dialoguer. C'est quelqu'un que je reconnais effectivement ses qualités, et j'ai beaucoup de respect par ce monsieur d'illusionniste, mais dans un certain nombre d'expériences, il n'a pas eu l'esprit suffisamment ouvert. Alors maintenant, pour dire, il faut être honnête, que par rapport à Uri Geller ou autres, certains médiums, ou Uri Geller entre autres, ont reconnu que, effectivement, en faisant un certain nombre de shows, on donnait des coups de pouce. Oui, Mhm. dans un certain nombre de cas. Mais que ça soit Uri Geller dans un certain nombre d'expérimentations rigoureuses sur le plan scientifique, comme Jean-Pierre Gérard ou comme moi-même, nous avons été testés, entre autres, par des illusionnistes. Parce qu'on parle toujours des illusionnistes tels que M. Majax ou d'autres, mais on ne parle jamais des autres illusionnistes célèbres comme François Ronqui, qui est cité dans mon exemple, dans mon livre, qui accrédite les expériences de kinésie, de psychokinèse. Donc, je trouve que j'ai eu cette rencontre avec M. Gérard Majax, mais malheureusement, ça s'est soldé lors de notre discussion où il y avait un mur en face. Mais effectivement, il a pu démasquer. C'est aussi le problème. Ouais. Autant pour les médiums, je fais une parenthèse, que le phénomène médiumnique, il y a aussi le phénomène de mentaliste, de Oui. lecture à froid, de ce qu'on appelle l'effet Ouais. Barnum. On pourra aller loin. Ouais. Ouais. Les phénomènes de call reading, ça existe. Ouais. De lecture à chaud, de manipulation par la PNL, par la dilatation de la pupille. Bon, pour dire Ouais. que On j'ai eu la pourrait. chance de travailler avec des scientifiques, de travailler avec des illusionnistes, il y a de la mystification. Oui, mais pour Uri Geller, je coupe la poire en deux. Et quand j'ai eu la chance de le rencontrer, grâce à un traducteur, je ne parle pas anglais, il m'a dit quelque chose d'extraordinaire que j'avais même pas mis dans le livre. Toi, ça me vient, c'est une anecdote. J'avais dit que j'avais vu son émission, sa première émission, il y a une rediffusion. La première émission avait eu lieu en 75. Il ne me connaissait pas en 75. Cet homme, je ne l'avais jamais vu. Ouais. Et quand je l'ai vu qui m'a tapé sur l'épaule, après, je lui ai mis un dossier de presse par son attaché de presse qui était là. Et il me dit, Jean-Marie, tu te souviens dans le lit, la voix qui me disait que tu allais me rencontrer? Ah ouais? Ah ouais. Ah Alors, on peut ouais. toujours dire qu'il a puisé dans mon inconscient. Ouais. C'est pas mal quand même. Chercher Quand une aiguille même. dans une botte de foin. Pas mal. Donc, je me suis dit, le mec, illusionniste par moment, je veux bien. Du reste, on sait très bien que dans sa carrière, il ne se cache pas, il a fait d'illusionnisme. Ouais. Et tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Mais je crois que dans ce domaine-là, j'invite la personne qui m'a posé la question à écouter les deux points de vue et à se renseigner. Mais je Ouais. crois qu'il faut garder une ouverture d'esprit, être très vigilant dans toutes les expérimentations, je dirais médiumniques. Ça sert à avoir la présence d'illusionnistes et en médiumnité d'avoir des professionnels de mentalistes. Donc tu vois, je n'ai pas Ouais. peur de la science. Ouais. Mais Ouais. moi, Ouais. par contre, je tiens à dire que j'ai tourné définitivement la page à tout ce genre de choses. Ouais. Et quand je fais une petite expérience, même je crois, même si tu m'entends, Baptiste, je crois que tu as eu la primeur même de mes dernières expériences, parce que, bon, je ne regrette pas ce que nous avons fait dans le restaurant ensemble. Ouais. Mais tu sais, Jean-Jacques, c'est toujours la même chose. Il y en a un qui voit, ah ouais, c'est super, parce que c'est les paillettes, hein. Mais Ouais. tu vois quelqu'un d'autre qui dit, ouais, mais il a fait un truc, et tu répètes la même chose, et tu perds du temps, tu perds de l'énergie. Donc, pour moi, maintenant, même quand on me le demande même maintenant, du reste, je ne sais même pas si ça fonctionne encore, Ouais. mais vraiment, ça ne m'intéresse pas. Ça Il y m'intéresse avait, plus. j'avais déjà entendu comme l'adage populaire, pour celui qui croit, aucune preuve n'est nécessaire, pour celui qui ne croit pas, aucune preuve est suffisante. La Oui, personne ne sera pas ouverte même si c'est devant les yeux. On va on a continuer tous que ça peut-être, soit. Bon, ouais, je t'en prie. peut-être une ou deux dernières questions. Il y a Jean Hudon qui a une bonne question ici, Jean, que j'ai connu dernièrement, très sympathique. A-t-il le sentiment d'avoir rempli sa mission de vie
sans doute. Et qu'entrevoit-il à réaliser d'ici son retour à la maison du ciel? Grande question, Jean-Marie. Mais j'en mais j'en sais rien. Ben, je fais, tu sais, oh là là, j'essaye de faire pour le mieux. Tu sais, dans mon travail, quand je reçois mes dossiers photos France et étrangers ou à mon cabinet, j'ai l'impression, je dirais pas le mot adolescent, parce qu'ils vont dire: «Le mec, quand même, faut pas», mais à chaque fois, c'est comme diraient, les maîtres zen, c'est neuf à chaque instant. C'est-à-dire à chaque fois, mon ami, c'est un défi. C'est un défi. De faire pour le mieux, d'être qu'une simple courroie de transmission. Je ne suis Mm. un médium, c'est une courroie de transmission, c'est tout. C'est pour ça que quand je vois, j'entends certaines choses, je ne veux pas rentrer en polémique, des stages, des tas de choses. On a beau avoir un violon pas mal et beau, esthétiquement peut-être, ou même extérieurement, mais si tu n'as pas l'archer qui joue, le violon il chante pas, hein. Ouais. Donc c'est un défi au quotidien. Est-ce que d'avoir rempli ma mission, j'essaye. Je sais qu'un jour, quand je passerai de l'autre côté du miroir, bah, comme tout le monde, bah, j'aurai des comptes à rendre. Mais j'essaye de limiter les dégâts et de faire pour le mieux. Et qu'entrevoit-il à réaliser d'ici là? Bah, de continuer à faire pour le mieux, à tout simplement à écouter les gens, à les aimer, parce qu'avant tout, il faut les aimer. Ouais. Parce que au-delà de la technique, magnétique. Et tu sais, même les médecins du ciel, comme disait George Chapman, ils ont pas, il n'y a pas à chaque fois au bout le soulagement, la guérison. J'essaye donc de ce qu'on m'a confié. Et tu sais que c'est un défi au quotidien parce que depuis que j'ai eu ces phénomènes de médiumnité et quand je prends mes rendez-vous, mais au quotidien, je me demande, mais est-ce qu'il sera encore là? Parce que moi, je sais rien. Mm. Je sais rien. Donc, je fais au jour le jour Ouais. cette mission. C'est un peu naïf hein, comme réponse. Non, mais c'est bien, c'est bien. Une dernière question de Daniel Robin, qui est en lien justement avec les médecins. Pourquoi les médecins de la lumière n'interviennent pas naturellement sur des malades en grande souffrance? Est-ce que tu as qu'est-ce qui te vient comme réponse Mais par je ne rapport à sais ça? mais je ne sais pas. Je pense que tu vois? Ça fait 60 ans que je ne sais pas. Je ne sais pas. J'ai malheureusement, Daniel, j'ai pas de réponse, des maladies en grande souffrance, sans prétention, bah, j'ai de tout, hein. Sauf que je touche pas ni à la psychiatrie, ni aux maladies dégénératives. Mais tu sais, je travaille dans un centre paramédical, dans un centre qui s'appelle le centre Jean-François Razat à Andelette, c'est là où je reçois, avec une équipe composée effectivement d'une kinésithérapeute, d'une réflexologue, d'une hypnothérapeute. Euh, on va avoir bientôt qui va nous rejoindre une naturopathe, une ostéopathe. Donc c'est là que je fais mes vacations et on a la chance de travailler avec l'hôpital de Bayonne, parce que je suis dans les Pyrénées-Atlantiques, qui avait deux cliniques à Aguilera et Bellara. Et moi, dans ce centre, entre autres, mais pas uniquement que ça, je reçois des gens aussi qui sont, comme on l'évoque Daniel, des gens qui sont en radiothérapie, chimiothérapie. Ça permet de préciser que je ne guéris pas le cancer. Je n'ai une action ciblée que sur, en tant que barreur de feu, parce que je barre le feu, et d'avoir une action ciblée sur la cicatrisation et la douleur. Et des gens qui sont en chimiothérapie pour les repomper un peu. Donc je suis aussi confronté au quotidien, autant au cabinet là, que des maladies, comme évoque Daniel Robin, que des maladies graves. Mais autant même qu'on questionnait George Chapman, qui était incorporé par le docteur Lang, à leur propre niveau déjà d'évolution et de conscience, comme on l'évoque dans le film Nos Solars, que je conseille à tout le monde, hein, écrit à travers l'écriture psychographiée du médium Chico Xavier, eux-mêmes, hein, comme dirait euh, notre célèbre Alain Kardec, naître, mourir et renaître et progresser. Et ces cités spirituelles sont comme nos hôpitaux, pareil. Donc je pense que on a de la technologie un peu plus subtile, mais la finalité qui peut répondre, Ouais, qui aurait en plus la prétention de répondre, ouais, ouais, pas moi. ouais. Faire pour le mieux, Ouais. mon Ben, ami. je pense qu'on va arrêter là, Jean-Marie. Ça a été une super de belle entrevue. Le temps a arrêté. J'ai pas vu le temps passer.
Un gros merci, vraiment, c'était un plaisir de discuter avec toi, d'entendre tes témoignages, ton authenticité, ta sincérité. J'espère que vous tous qui Et de écoutez en ce l'émotion moment, qui a débordé, oui, et de de l'émotion l'émotion. qui a débordé. Et c'est beau, c'est le naturel, c'est l'authenticité et c'est ce que j'apprécie vraiment. Donc, c'est un grand merci encore d'avoir été là. Pour tous ceux qui écoutaient, ben écoutez, la prochaine rencontre, ça va être le 8 mai, si je ne me trompe, avec Éric Dudois. Donc, on va interviewer Éric à ce moment-là. Et encore une fois, pour ceux qui n'ont peut-être pas téléchargé le petit document, vous pouvez, en écrivant le mot lien, ben, télécharger le document d'accompagnement, la table des matières et la préface du docteur Charbonnier. Donc, Por Le mot de la fin de voilà, ma part, c'est tous, portez-vous bien et prenez soin de vous. super. Merci Jean-Marie. Namasté. 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 Bonsoir tout le monde. À la prochaine. Prenez soin de Bonsoir, vous. à bientôt.